Je voudrais donc vous faire une rapide présentation de l'enquête et du projet dans lequel elle s'insère. Ça sera très rapide parce que je crois que le plus important, c'est de laisser le maximum de temps à Evelyne Barthou pour présenter cette enquête et puis surtout pour que vous puissiez poser des questions. Voilà. Alors, cette enquête, en fait, elle s'insère dans un programme de recherche, vous le savez, qui s'intitule « Pouvoir et misogynie », qui a été abrité, qui est encore abrité par la Fédération de recherche Espace Frontières Métissage et qui a été mené à bien par deux laboratoires essentiellement, le laboratoire Alter, représenté par moi-même, et puis le laboratoire ITEM, donc avec Maurice Doma, qui est à mes côtés. De fait, et du fait donc du profil de ces laboratoires, c'est un projet de recherche qui croise des problématiques propres au territoire espagnol et français. Alors, ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est sur un autre croisement qui me paraît important parce que justement ça fait l'originalité du projet. Sans trop m'aventurer, je crois que c'est un projet assez original si on le situe dans le champ comment dire, des systèmes universitaires français. C'est un projet qui finalement combine un domaine de recherche avec des compétences spécifiques d'enseignants-chercheurs et une dimension qui est propre au pilotage de l'établissement, ceci donc au travers de notre partenaire principal, la charge de mission égalité, parité et laïcité, qui est donc portée par Hubert Alcaraz. Voilà, ça a été un partenariat très fructueux, très suivi, et qui nous a permis donc de mettre en place cette enquête en particulier. Très rapidement, le programme scientifique en lui-même, il est centré sur les institutions culturelles. Pourquoi des institutions? Parce que les institutions sont des lieux d'expression du et des pouvoirs, pouvoirs donc dont elles transmettent le fonctionnement, mais de par la nature des institutions culturelles qu'elles peuvent aussi contester ou remettre en question. Et donc parmi ces institutions culturelles, il y a tout un spectre sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais il y en a une que vous connaissez, que nous connaissons toutes et tous très bien, ce sont les universités. Et parmi ces universités, on s'est dit qu'on n'était jamais mieux servi que par nous-mêmes, et donc nous avons choisi de nous centrer sur l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et donc c'est ainsi que finalement notre université est devenue pour nous un objet d'étude. Nous avons beaucoup travaillé avec des collègues, notamment de l'université Bordeaux-Montaigne, qui nous ont donné l'idée de l'enquête. Eux-mêmes, en 2012, je crois, avaient mis en place une enquête, mais qui portait sur un spectre plus limité, puisqu'il s'agissait simplement de s'adresser au personnel enseignant, chercheur et administratif, et simplement aux femmes. Voilà, donc on a repris un peu le modèle de l'enquête, mais on l'a considérablement élargi, puisque cette enquête s'adresse autant au personnel de l'université qu'aux étudiantes et aux étudiants. Voilà, je voudrais terminer par des remerciements. Remerciements bien sûr à mon collègue Maurice Doma, qui a été extrêmement actif, présent et qui continue de l'être bien sûr. Je vous rappelle que la clôture du projet Pouvoir et misogynie, ça sera les 8 et 9 novembre avec une dernière journée d'études et puis une publication à venir. Je remercie également très chaleureusement les services de l'ODE, de la DRH, du pilotage de l'établissement, qui nous ont beaucoup aidés, qui se sont montrés très coopératifs. Je remercie les structures qui ont tenu à soutenir le projet. Vous trouvez la liste dans le rapport que vous pouvez télécharger. Les collègues, bien sûr, les enseignants qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps à distribuer l'enquête aux étudiantes et aux étudiants. C'était difficile. Parfois, c'est très difficile de communiquer avec les étudiantes et les étudiants.
Et puis je remercie aussi l'AMGEN et la direction départementale de la cohésion sociale qui ont également soutenu le projet. Maurice, peut-être voudras-tu dire un mot, puis Hubert en suivant, et ensuite on laissera parler la star de la tablée, et donc Evelyne Barthou. Non, je n'avais rien à ajouter à ce qu'a dit Nadia, qui a résumé parfaitement les conditions dans lesquelles cette enquête s'est réalisée. Et je souligne simplement le rôle de pilotage, en quelque sorte, qui nous a été donné par Yves Raybaud de l'Université de Montaigne, de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui a initié effectivement cette enquête-là, mais que nous avons étendue, comme Nadia a pu l'expliquer. Bon, je ne serai pas donc plus long, puisque l'essentiel, c'est le rapport et naturellement les questions que vous soulèverez ensuite. Oui, alors très brièvement, 3 petits mots. D'abord pour dire combien j'ai eu de la chance d'être associé dès mon arrivée sur le poste de chargé de mission à ce beau projet. Et donc j'en profite pour remercier Nadia et Maurice qui ont été particulièrement actifs et efficaces et redire que c'était une chance pour moi, une chance aussi pour l'établissement. Nadia a souligné ce qu'il y avait dans ce rapport et dans cette enquête d'innovant. Parce que d'abord, on répond à une préoccupation du ministère, évidemment. L'égalité femmes-hommes, c'est une préoccupation très importante pour le ministère. C'est aussi, vous le savez, un des grands axes du quinquennat du président de la République. Donc, on s'inscrit parfaitement dans cette préoccupation. Et je le disais, surtout, par ailleurs, on s'y inscrit d'une bonne façon dans la mesure où ce projet, c'était un projet qui était très ambitieux. Certes, il avait été mené, comme l'a rappelé Nadia et comme vient de le redire Maurice, à Bordeaux. Mais le champ d'application qui était celui de l'enquête à l'UPPA était bien plus ambitieux que celui de Bordeaux. Je ne cherche pas à tirer la couverture à l'UPPA, mais quand même, il faut bien reconnaître que les idées et la conception par Maurice et Nadia étaient beaucoup plus ambitieux. Donc, cela a permis de produire une enquête très fouillée, avec des résultats, me semble-t-il, très complets, qui sont pas plus mauvais qu'ailleurs, qui sont pas meilleurs qu'ailleurs non plus, mais on n'est pas les pires, loin s'en faut. Et dire aussi, avant de laisser la parole à Evelyne, que ce projet ne s'achève pas maintenant, cette enquête ne s'achève pas. Ce projet, il faut continuer à le faire vivre. Les résultats de cette enquête, il faut continuer à les faire vivre. Évidemment, c'est l'objet du rapport qui va pouvoir être à la fois téléchargé, mais aussi diffusé. On va se charger, nous aussi, de le diffuser et de communiquer autour de ce projet. Et on va aussi continuer à le faire vivre par le biais d'opérations à destination des étudiants. L'établissement se lance aussi dans une campagne de communication à destination des étudiants à propos des violences sexuelles et sexistes. Il y a un travail qui est fait aussi autour de la question du harcèlement. Donc ce n'est pas la fin de cette préoccupation autour de l'égalité femmes-hommes. Évidemment, c'est une préoccupation qui continue à nous occuper et à occuper nos travaux et nos efforts. Et sur ce, je laisse la parole à Evelyne. Merci beaucoup. Alors, ils m'ont volé tous mes remerciements, donc je vais pas tout reprendre. Je suis ravie d'avoir pu participer à ce projet, à double titre, parce que je suis moi-même enseignante à l'Université de Pau, chercheur associé au laboratoire Passage et au centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Donc, je suis un peu jugée partie, donc c'est pas très bien. Mais bon, j'ai essayé de mettre en place un dispositif pour mettre à distance le plus possible mes propres représentations. Je suis ravie que ce projet ait pu aboutir, parce que ça n'a pas été facile. Ça a été compliqué de mobiliser. Voilà, on a réussi. Mieux, moins bien qu'ailleurs. On ne sait pas trop finalement, parce qu'il y a peu
encore d'études sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est bien qu'on fasse partie des premiers. J'espère que ça va suivre, bien sûr. Donc, cette enquête, elle a commencé en 2016, je crois, le terrain, que je ne dis pas de bêtises, 2015-2016, le terrain, donc 2 années. Alors, il y a 2 grands ordres de résultats qui se dessinent ici. Alors, je n'ai pas le temps de tout présenter, mais j'essaie de revenir sur les principaux. Alors, le premier, c'est que les cas de sexisme et de harcèlement semblent largement sous-déclarés à l'université. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et le deuxième ordre de résultats, c'est le fait que ces cas de sexisme et de harcèlement s'articulent véritablement à des rapports sociaux inégalitaires. Donc, il y a ce qui relève du harcèlement, du sexisme, mais il y a aussi tout ce qui se construit dans les propres pratiques, les propres représentations des acteurs, de nous tous à l'université, et qui sont très importantes à prendre en considération. À l'UPPA, les femmes, alors là je regroupe tout, que ce soit les personnels ou les étudiantes, ont en moyenne des conditions de travail, d'études, d'évolution de carrière plus défavorables que les hommes, que celles des hommes, mais aussi, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant un peu de façon un peu plus innovante, une articulation des temps de vie, une estime de soi et un sentiment de bien-être inférieur à ceux des hommes de l'université. Donc je reviendrai sur quelques points ici, mais vous pourrez avoir plus de détails dans le rapport lui-même. Alors, en termes de méthodologie, avant de rentrer, d'aller plus loin dans les détails, il y a eu 2 phases dans cette enquête. Une phase quantitative avec donc la passation de questionnaires auprès de tous les personnels et personnels de l'université et tous les étudiants et étudiantes. Donc ça, c'était une grosse phase quantitative. Puis, suite à cette première phase, on a organisé des focus group, donc des entretiens collectifs avec 2 ou 3, 4, ça dépendait des focus group personnes, pour revenir sur les résultats, finalement, pour éclairer un peu les résultats de la partie statistique et pouvoir avoir une base de discussion. 387 personnels et personnels de l'UPPA ont répondu au questionnaire. Il y a 69,7% de femmes donc une surreprésentation, une légère surreprésentation, ce qui correspond à 28% du personnel. Pour une enquête comme ça, une enquête en ligne, c'est un très bon résultat. D'accord ? On est autour de 10-11% normalement sur les enquêtes en ligne, donc c'est très satisfaisant. Les acteurs de l'université ont vraiment joué le jeu. Au niveau des étudiants, donc il y a près de 1300 étudiants et étudiantes qui ont répondu à l'enquête, avec une légère surreprésentation des étudiantes, ce qui représente 10% environ de l'ensemble. Là, on est un peu en deçà des enquêtes ou de la moyenne de ce type d'enquête, ce qui est lié, je pense, au fait que le questionnaire a été envoyé sur les adresses mail de l'université des étudiants et étudiantes et qui ne les consultent. Alors, je passe mon temps à le dire, et vous aussi, je pense, mais qui ne les consultent pas suffisamment. J'avais mes étudiants qui me disaient « Ah bon, mais vous faites une enquête sur l'égalité ?» C'est pas possible, ça faisait 1 an et demi qu'ils avaient reçu les messages. Donc voilà, donc c'est ce qui explique en partie, à mon avis, la faiblesse du nombre de retours. Alors, dans la phase qualitative, 5 focus group ont été réalisés avec des personnels et personnels, quelques hommes, plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même quelques hommes, et 4 avec des étudiants et étudiantes, ce qui concerne une trentaine de personnes, 30 personnes, pardon, pas une trentaine, 30 personnes. Alors, le premier point sur lequel je souhaiterais revenir, c'est la question de la place des femmes à l'UPPA. Et finalement, avec une double ségrégation, à la fois verticale et horizontale, je vais y venir. Donc, double ségrégation à l'université, alors pas que à l'université, mais là je mets le focus bien sûr sur le terrain qui est le nôtre. Ce qu'on appelle une ségrégation horizontale ou sectorielle, avec d'une part des métiers qui sont considérés comme masculins et qui vont être plus investis, comme féminins, pardon, plus investis par les femmes, telles que certaines catégories des BIATS, là aussi il faudrait rentrer bien sûr dans le détail, et d'autres métiers plutôt considérés comme masculins et investis par les hommes, à savoir ici, dans notre cas, les professeurs d'université. On va voir les chiffres tout à l'heure. À cette ségrégation horizontale va s'articuler une ségrégation verticale où, à l'intérieur même des différents métiers, on va voir que la part des femmes va baisser à mesure que l'on monte dans la hiérarchie universitaire. Donc là aussi, on va voir des chiffres très concrets tout de suite. Donc c'est vraiment cette articulation entre ces doubles ségrégations qu'il est important de penser. Alors, je vous ai mis, donc on va passer rapidement, mais donc des diagrammes représentant la part des hommes et des femmes à l'université en 2011, donc c'est vieux, je n'ai pas retrouvé de données plus récentes, et celle à l'UPPA de l'enquête. Donc, on voit qu'on est sensiblement sur les mêmes proportions. Alors,
mis à part en licence et en master, les femmes donc sont systématiquement moins nombreuses que les hommes, que ce soit au niveau des doctorants, doctorantes, maîtres de conférences, HDR, titulaires d'HDR, professeurs d'université ou présidents et présidentes. Donc, ce qu'on retrouve à l'université de Pau, c'est, je vous l'ai dit, la même tendance, mais qui est encore plus accentuée. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de femmes, je dirais, sur chacun des niveaux, voilà, ce qui peut être là aussi une forme de préoccupation. Hein, on verra qu'on n'est pas responsable de tout, mais que c'est important de penser notre part de responsabilité. Alors, il n'y a pas de fatalité là-dedans, hein, puisque quand on regarde un peu au niveau européen, c'est pas partout pareil, et en particulier en Finlande, Lituanie et Lettonie, les femmes sont majoritaires à l'université. D'accord. Donc là aussi, se départir un peu d'une idée un peu essentialiste ou de naturaliser les différences, hein, c'est pas partout pareil. Il y a des endroits où il y a beaucoup moins de femmes aussi. Alors, si on regarde la répartition des personnels et personnels par sexe, alors j'ai séparé BIATS, alors il aurait fallu aller encore plus loin, mais bon, c'est toujours compliqué. Donc, la répartition des personnels, donc on voit que les personnels, vous avez le total en bas, là, que les femmes sont surreprésentées chez les personnels BIATS, donc nettement sur l'ensemble des catégories, sauf chez les titulaires de catégorie A, d'accord, où là on voit qu'elles sont plus nombreuses, mais que l'écart est bien moindre par rapport à les titulaires ou titulaires par exemple de catégorie C. Au niveau des enseignants-chercheurs par corps et par sexe, les femmes à l'université de Pau et des Pays de la Dour ne représentent que 20% des professeurs d'université, 41% des maîtres des conférences. Là où elles sont plus nombreuses, c'est du côté des agrégés et des certifiés, hein, puisque là on voit encore plus nombreux chez les agrégés. Et au total, donc on est à 39% hein, de femmes sur ce type d'emploi, avec, vous le voyez, hein, des différences très marquées en fonction des différents postes, des différents corps et de la hiérarchie également. Ça, on peut parler vraiment là, de clivage genré. Alors, les facteurs explicatifs, donc ils sont nombreux, hein. Il faudrait que je passe plus de temps pour tous les décrire, mais globalement, on est quand même sur ce qui va relever de l'histoire de l'université, qui, très honnêtement, a été marquée et reste encore marquée par la domination masculine, depuis donc son histoire, sa trajectoire. Le deuxième facteur, c'est ce qui va relever de la socialisation sexuée, donc depuis la prime enfance, hein, évidemment. Le poids des charges familiales aussi et mentales, donc c'est un peu à la mode, on en parle beaucoup, mais c'est ressorti véritablement dans notre enquête. Sur les carrières des femmes, les responsabilités familiales, c'est très marquant. Et troisième point, donc là où on peut avoir peut-être le plus de leviers d'action, c'est ce qui va relever des pratiques et des fonctionnements organisationnels, puisque les modes d'organisation des universités et la division du travail qui s'y pratiquent seraient là aussi mis en cause donc dans cette question de clivage de genre. Donc il y a Alison Schneider qui a fait une enquête et qui se demandait pourquoi est-ce que les femmes publiaient moins que les hommes aux États-Unis, qui dit que certains travaux font valoir que les femmes sont davantage absorbées par l'enseignement ou les tâches administratives et donc moins disponibles pour la recherche du côté des enseignants et enseignantes, chercheurs en l'occurrence, et c'est ce qui est ressorti là aussi très clairement de l'enquête. Alors, on n'a pas pu obtenir l'ensemble des données, ça a été un peu compliqué concernant l'université, au niveau des instances décisionnelles, parce que c'est important aussi de prendre en considération qui est au pouvoir ou qui prend les décisions à l'université. Ce qu'on a pu recueillir, c'est qu'au niveau du conseil d'administration de l'établissement, donc c'était en 2018, le 1er janvier 2018, le CA était composé de 38% seulement de femmes. Au niveau du Conseil de la recherche, là, c'est un peu plus équilibré, on est plus proche de la parité, puisqu'il y a quasiment 47% de femmes. Il n'y a jamais eu de présidente à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Alors, en France, il y a 10 femmes présidentes sur 71 universités, donc un peu plus de 12%, et elles étaient 16% en 2012. D'accord ? Donc, leur part a baissé depuis 2012. Le ministère de la Recherche a fait une enquête, enfin une prospection, et a constaté qu'avec un rythme de progression inchangé, il faudrait attendre 2027 pour que la parité soit instaurée dans le corps des maîtres de conférences et 2068 pour les professeurs d'université. D'accord ? S'il n'y a pas d'action d'ici là. Et que les choses ne s'inversent pas. Hein, ça aussi, il faut le penser, bien sûr. Alors, pour ce qui est des salaires,
Donc, ce qu'on constate, c'est que systématiquement, les femmes gagnent moins sur les mêmes postes que les hommes. Si on regarde du côté des maîtres de conférences, donc c'est 169 € par mois de moins, les pracs 173 € de moins, les postdoctorants 196, les PRCE 290 et les professeurs d'université 366 € de moins par mois en moyenne. Donc là, on est sur des moyennes. Du côté des BIATS, on voit aussi un écart qui est assez considérable, puisque le salaire moyen des BIATS, des hommes BIATS est de 2 767,36 €, alors que pour les femmes, il est de 2 157,12 €, donc un écart de plus de 600 €. Alors, ça, c'est lié, c'est étroitement lié au temps de travail, à la quotité de travail. Beaucoup plus chez les BIATS d'ailleurs que chez les enseignants et enseignants-chercheurs, mais aussi c'est lié, et vous l'avez dans le rapport de façon très détaillée, c'est étroitement lié aux primes et à l'avancement et aux modalités d'avancement. Alors du côté des étudiants et des étudiantes, donc qu'est-ce qu'on observe? Qu'en première année, donc le décalque de ce qui s'est passé en amont bien sûr, dans le secondaire, les étudiantes représentent 64% des étudiants et étudiantes de lettres, sciences du langage et arts, contre 38% des étudiants en sciences fondamentales et applications, comment on dit? Sciences fondamentales et applications, d'accord, et 31% en STAPS, d'accord, elles ne sont plus qu'un tiers en STAPS. De plus, elles ne représentent à l'UPPA que 32% des étudiants et étudiantes des DUT, un tiers encore, et seulement 9% des DUT sciences fondamentales et applications. Donc on voit là que c'est vraiment cette ségrégation dont on parlait tout à l'heure. 30% des étudiants donc en formation d'ingénieur sont également des étudiantes. Enfin, les 6 HDR préparés début 2018, alors je ne sais pas si on avait vraiment tous les chiffres à ce niveau-là, le sont par des hommes. Alors si on compare, comme nous avait cité notre président quand on avait fait la première présentation, entre la première année et le doctorat, la présence des étudiantes, on constate que, mis à part en lettres, sciences du langage, arts et langues, donc les 2 premières lignes, où elles sont plus nombreuses en doctorat qu'en première année, systématiquement dans l'ensemble des autres disciplines, elles sont sous-représentées, elles sont moins nombreuses en doctorat qu'en première année. Donc, moins 14 points en droit et sciences politiques, moins 15 points en sciences humaines et sociales, moins 9 points en sciences vie, santé, terre et univers, moins 14 en sciences éco et gestion, les AES n'étaient pas compris, moins 11 points en sciences fondamentales et applications et moins 13 points en STAPS, donc ce qui fait une moyenne de moins 8,5 points donc, sur la présence des étudiantes en doctorat, encore une fois, par rapport à la première année. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'au-delà des chiffres, ce que je disais tout à l'heure, il y a des postures, il y a des comportements, il se passe des choses dans les interactions entre les individus, donc des clivages qui sont moins visibles, mais tout aussi opérants, on va le voir. Alors, ce qui est ressorti, mais là de façon très nette de l'enquête, c'est la difficile articulation entre vie professionnelle et vie privée pour les personnels, mais aussi pour les étudiantes, on va le voir tout à l'heure. Donc, les femmes sont globalement plus insatisfaites que leurs homologues masculins, que ce soit sur la question du salaire, on comprend un peu pourquoi, l'évolution de carrière, les conditions de travail, mais aussi le temps consacré au travail. Donc c'est intéressant, donc elles estiment qu'elles souhaiteraient pouvoir consacrer plus de temps à leur travail, mais qu'elles ne le peuvent pas nécessairement. Elles sont plus souvent, je ne vous apprendrai rien, je pense, donc en charge des responsabilités familiales, ce qui, je l'ai vu à la fois dans la phase quantitative et qualitative, est un frein véritablement dans l'évolution de leur carrière, de leur satisfaction et de leur carrière. Je prends un extrait d'entretien d'une enseignante-chercheur. Ce n'est pas les enfants le problème, c'est le partage des tâches. C'est intérioriser que les femmes doivent s'occuper des enfants, donc c'est elles qui vont être plus souvent à temps partiel et mettre leur carrière de côté. Exemple de la réunion à 17h, si on dit non, on va encore passer pour une chieuse, et si on va chercher ses gamins, on n'est pas pro. D'accord ? Donc ce poids finalement de la vie familiale sur la vie professionnelle. Donc ce qui ressort aussi de l'enquête, ce sont des formes de frustration, de crainte aussi, ou du sentiment de rater des opportunités. Donc ce que la sociologie ou d'autres enquêtes plus en sciences humaines et sociales ont montré, mais on voit là, c'est vraiment nettement ressorti ce sentiment de rater des choses, donc du fait de ses responsabilités familiales, encore une fois.
Je cite une personnelle Biatz. « Je sais très bien que si je n'avais pas d'enfant, j'aurais pu progresser plus rapidement. Je regrette rien, j'aime mes gosses, mais c'est dur parfois de voir les collègues hommes dont les femmes s'occupent des enfants avancer plus vite alors qu'ils ne travaillent pas forcément mieux. » Le fait d'avoir des enfants donc, peut être aussi parfois un motif de soupçon de la part des collègues et de la hiérarchie, car l'engagement professionnel ne serait pas le même. Donc la question de « est-ce que vous avez des enfants ?» c'est une question donc, qui se pose régulièrement et qui, plus souvent auprès des femmes que des hommes. Je cite une enseignante. « Comme si on ne pouvait pas gérer vie familiale et vie professionnelle, c'est ce qu'on fait toutes ou presque. En revanche, la question ne se pose pas quand il s'agit des pères. » D'accord ? Donc ce sentiment que les mères sont plus souvent ciblées que les pères. Alors, du côté des étudiantes et des étudiants, donc, on retrouve une forte similitude entre les réponses des étudiantes et celles des personnels. Je serais tentée de dire, j'ai conduit une enquête en collège, on retrouvait déjà des similitudes entre les réponses des collégiennes et des étudiantes, ce qui a quand même été un peu une surprise pour moi, et on retrouve des similitudes entre les étudiantes et les personnels, en particulier au niveau de l'articulation des différents temps de vie, même si les étudiantes, pour la grande majorité d'entre elles, n'ont pas d'enfants. Mais cette question se pose aussi de façon très accrue. Donc, 2/3 des étudiantes déclarent avoir des difficultés à concilier leurs études et leur temps personnel, contre moins de la moitié des étudiants. D'accord ? Donc là, déjà, il y a une différence assez significative. En outre, donc, les étudiantes sont 27,7% à déclarer consacrer 20 heures et plus par semaine à leur famille et leur couple, contre seulement 17,7% des étudiants. Donc, elles sont plus investies. Quand je parle de leur famille, ce n'est pas seulement leurs enfants, mais aussi auprès, parfois, de leurs parents ou grands-parents, ou dans leur couple. On parlait de charge mentale tout à l'heure, là, on y est véritablement. En conséquence, 62,7% des étudiantes consacrent moins de 10 heures par semaine à leur temps personnel, contre 35% des répondants. Donc, le temps personnel donc, est une préoccupation. Donc, les étudiantes ont beaucoup moins de temps à consacrer à leur temps personnel, leurs loisirs, que les étudiants. Donc, ces résultats attestent en partie donc de ce que j'appelais, de ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir la charge mentale, qui va avoir quand même un impact considérable sur les parcours et les trajectoires universitaires. On l'a vu dans les données, mais on l'a vu aussi à d'autres niveaux dans l'enquête, puisque par exemple, les étudiantes sont 68% à déclarer avoir des difficultés dans leurs études, contre 54% des étudiants. Donc, à ce niveau-là, on peut le voir. On le voit aussi au niveau des projections, puisque l'analyse des questionnaires nous a permis de constater que les étudiantes sont plus nombreuses à souhaiter obtenir un diplôme de niveau master, quand les étudiants sont plus nombreux à vouloir obtenir un diplôme de niveau doctorat. Les étudiants sont plus de 60% à souhaiter occuper un emploi de niveau cadre, contre un peu plus de la moitié des étudiantes, qui sont beaucoup plus nombreuses à souhaiter un emploi donc de catégorie employée que les étudiants. Et professions intermédiaires également. Donc, bien évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici, mais ces résultats s'articulent à d'autres facteurs sociaux, que ce soit le lieu de vie, que ce soit l'origine sociale, l'origine ethnique également, qui a été assez marquée dans l'enquête. Donc, il ne s'agit pas de penser ici que la question du genre, mais elle s'articule, elle est centrale, mais elle s'articule bien sûr à tout un tas d'autres facteurs. Il faut vraiment penser cette intersection-là entre les facteurs. Alors, j'ai souhaité travailler sur la question de l'estime de soi et de la représentation de soi. C'est ce que j'avais fait en collège et j'avais trouvé que c'était particulièrement éclairant. Donc je me suis dit, on va essayer de l'aborder aussi à l'université. Et encore une fois, on a des résultats qui ressemblent vraiment à ceux qui étaient obtenus dans mon enquête précédente. Avant de rentrer dans le détail, il y a quand même un chiffre sur lequel je voulais revenir, parce que là, c'est vraiment un des chiffres les plus surprenants dans l'enquête. C'est qu'il y a 60% des étudiantes qui déclarent parfois se sentir déprimées, contre 45% des étudiants. Alors, la question du bien-être, ici, elle se pose pour l'ensemble, parce que 45%, c'est quand même considérable. Mais là, on voit encore donc la différence entre les étudiants et les étudiantes. Donc, je pense que c'est une question quand même qui est préoccupante et qui mériterait, là, quasiment une recherche complémentaire ou un terrain complémentaire. Je n'ai pas pu aller plus loin. Alors, au niveau de l'auto-évaluation du niveau scolaire, les étudiantes sont plus nombreuses à déclarer avoir un niveau scolaire moyen, et moins nombreux à un niveau scolaire bon à très bon. Or, je n'ai pas pu comparer, il faudrait le faire, ça serait intéressant, mais j'ai regardé juste les mentions quand ils arrivent à l'université, et elles sont largement surreprésentées, les étudiantes, chez les mentions, chez les anciennes lycéennes qui ont obtenu mention bien à très bien, c'est assez marquant. Donc voilà. Donc là, on voit vraiment une sous-évaluation très nette.
Quand il s'agit de leur demander s'ils ont confiance en leur talent scolaire, même si le terme n'est pas forcément très judicieux, mais il y a 73% des étudiants qui ont confiance en leur talent scolaire, quand elles ne sont plus que 52% des étudiantes. D'accord. Et là, la significativité sur le plan statistique est extrêmement forte. D'accord. Donc là, vraiment, le sexe des étudiants est très important en termes de confiance. On peut ajouter à cela le fait que 20% des étudiantes pensent que les autres n'ont pas une opinion positive d'elles, contre seulement 10% des étudiants. D'accord. Donc ce sentiment que les autres, et je ne l'ai pas dit ici, je peux le border, mais elles sont globalement plus insatisfaites que les étudiants, d'ailleurs, dans leurs conditions de travail à l'université. Alors, cette plus faible confiance et estime de soi, elle se traduit également dans les postures scolaires ou universitaires, puisque la moitié des étudiantes déclarent avoir des difficultés à prendre la parole en cours, contre un quart seulement des étudiants. D'accord. Donc, ça se traduit aussi dans l'investissement, en tout cas à l'oral. Donc, je cite un extrait d'entretien d'une étudiante en master. Quand on a des exposés et qu'il y a un temps imparti, je dirais un quart d'heure, et bien quand on fait 20 minutes, les meufs, ça devient compliqué. C'est un peu comme à l'Assemblée, on coupe les micros. Mais quand c'est des mecs, on les laisse parler, ça peut durer 20 ou 25 minutes sans problème, parce que ce qu'ils ont à dire, c'est intéressant, parce qu'eux, ils ont fait un vrai travail, alors que nous, on a tout pompé sur Internet. Et des filles qui ont des bonnes notes, c'est forcément des meufs qui couchent avec leur chargé de TD ou des profs. Alors, l'importance pour nous, bien sûr, de prendre en compte ces clivages de genre. Alors, vous avez d'autres extraits d'entretien dans le... Oui, pardon, j'accélère. Donc, l'importance de prendre en considération les clivages de genre, et je pense que c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur une double dynamique, à la fois d'assignation, hein, donc nous-mêmes, par nos propres comportements, on induit effectivement des clivages, même si c'est pas facile à entendre, c'est vrai, et je crois que c'est important de penser aussi notre propre responsabilité, mais aussi hein, une dynamique d'appropriation, d'intériorisation, hein, des stéréotypes et des représentations des étudiants eux-mêmes. Donc j'accélère, parce que, pardon, si je suis déjà à 20 minutes. Donc le dernier point que je voulais aborder, c'est la question de la sous-évaluation des phénomènes de harcèlement, de discrimination et de violence. Donc, à cette supposée, parce que c'est compliqué là hein, de savoir exactement de ce dont on parle, sous déclaration, ce qui ressort nettement de l'enquête, c'est la surreprésentation des enseignants dans les actes discriminatoires et de harcèlement. En particulier chez les personnels, mais aussi chez les étudiants et étudiantes. D'accord ? Donc, les enseignants, et en particulier les professeurs, sont là directement concernés. 25% des personnels et moins de 5% des personnels déclarent avoir été la cible de propos sexistes à l'université. Donc, un quart, c'est pas mal. Mais si on compare ça avec l'enquête qui a été conduite par le CESE, par exemple, on est à 80% au niveau national. Donc, on est quand même en deçà hein, de la moyenne nationale. Donc, cette sous-déclaration, elle est en partie à relier au monde universitaire, je le pense, mais elle relève aussi d'autres facteurs sociaux. Les plus importants, ce qui ressort vraiment de l'enquête et d'autres enquêtes, c'est ces difficultés d'interprétation, d'identification, de compréhension, de perception. Qu'est-ce qui est du sexisme, qu'est-ce qui est du harcèlement, les difficultés un peu à s'y retrouver. Donc, notamment les frontières entre humour et sexisme. Hein, est-ce qu'une blague sexiste, c'est du sexisme ou est-ce que c'est pas vraiment du sexisme? Est-ce que ça dépend des contextes, etc. Entre gentillesse, séduction et harcèlement, où là aussi, il y a eu plusieurs témoignages, dont cette personnelle Biatz, qui dit « J'ai du mal à différencier la drague du harcèlement. Je n'ose rien dire parce que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit et je ne veux pas inverser les rôles et mettre l'autre dans une position de victime et moi d'agresseur. » D'accord? Donc, c'est difficulté aussi à bien identifier. Un autre exemple, je me souviens quand je suis arrivée dans la salle, il a dit tout fort, ah ben quand une jolie femme traverse la salle pour me dire bonjour, bien sûr que je me lève. Il me serait jamais venu à l'esprit de dire bonjour à un homme parce qu'il est bien foutu. Ça peut impacter le déroulement de la réunion, les prises de parole, l'écoute aussi que l'on donne. Parce que moi, quand je fais un discours purement professionnel, eh bien, il n'est pas reçu de la même façon. Et c'est très ennuyeux. Et ça pose réellement problème parce que contrairement à une menace physique ou une agression directe, là, la modalité de réponse est beaucoup plus difficile à choisir et à adopter. D'accord ? Donc, la difficulté à identifier, la difficulté aussi à réagir face à ce qu'on peut identifier comme un propos sexiste. Alors, à l'université, seulement 3% des répondantes, des personnels, affirment avoir été la cible de harcèlement sexuel, contre aucun répondant. Donc, ça fait 8 femmes sur les 270 personnels qui ont répondu à l'enquête. Donc, si on prend l'enquête IFOP conduite pour le défenseur des droits, il y a une femme sur 5 en France qui serait confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle.
Donc là, on est vraiment très en deçà de la moyenne nationale encore. Les facteurs explicatifs, donc le monde universitaire, je l'ai dit, mais aussi, je viens de le dire, les difficultés à reconnaître ce qui relève du harcèlement sexuel. Cette même enquête, donc pour le défenseur des droits, montrait que 64% des actifs et des actives estimaient qu'il était difficile d'identifier le harcèlement sexuel. Donc cette question vraiment de l'identification, elle est centrale, notamment à l'université, qui est pensée quand même comme un environnement protégé, hein, avec une norme antisexiste forte. Voilà. Donc, certaines étudiantes ont du mal à imaginer qu'un enseignant puisse être sexiste. C'est ce qui est ressorti de certains entretiens. Les difficultés aussi à accepter qu'il s'agisse de harcèlement, hein, c'est pas facile d'accepter de l'idée d'être harcelé par son collègue ou par son supérieur ou même par un étudiant, même si c'était beaucoup plus faible. Voilà, donc c'est se poser aussi dans une position là de minorisation ou de victime. Et ce qui est ressorti quand même aussi de l'enquête, c'est la peur d'être identifié. D'accord, certains, il y a 2 personnes qui m'ont d'écouter les personnels qui m'ont téléphoné directement pour me parler, qui ne voulaient pas rentrer dans le cadre de l'enquête classique. Donc, la phase qualitative nous incite à penser que tous les cas n'ont pas été signalés, hein, parce que de nombreux hommes sont visiblement connus et identifiés pour leur comportement très déplacé, et parfois pour des actes de harcèlement à l'université de Pau et de Pays de la Dour, je l'entends. Je pense, je cite une professeure, je pense qu'il y a des collègues qui ne savent pas qu'elles sont harcelées. C'est l'acte qui est qualifié. La question, ce n'est pas le ressenti, c'est l'acte. On a touché une partie sexuelle du corps sans son consentement, donc c'est un harcèlement sexuel. Il y a des cas de harcèlement où les gens ne savent pas que c'est du harcèlement, ils ne réalisent pas, ils ne mettent pas le mot dessus. Encore une fois. Alors, du côté des étudiantes, pour terminer sur l'enquête, dans notre enquête, près de 12% des étudiantes ont déclaré être l'objet de pression morale, contre 11% des étudiants. Et là, les premiers auteurs de ces pressions morales sont les enseignants, dans plus de 40% des cas. En ce qui concerne les propos sexistes, 17% des étudiantes déclarent en avoir été la cible, contre 5,2% des étudiants. Les étudiantes déclarent qu'il s'agit, dans les 2 tiers des cas, des propos tenus par des étudiants et dans 1 tiers des cas, quand même, par des enseignants. Je cite une étudiante en master, c'est un milieu très virilisé. Qui sera le plus fort? Qui décroche les meilleurs stages? Et rien que nos profs, on a essentiellement des profs mecs, des gens qui vont partir à la retraite en majorité. Ça va de blagues sexistes en blagues plus que sexistes, plus que douteuses. Je me rappelle un jour où j'ai eu le malheur de participer en cours et de donner la bonne réponse. Eh ben, dis donc, je suis surprise, c'est très bien. C'est rare que des femmes trouvent comme ça tout de suite. Vous avez fait comment? Ben, c'est facile, j'applique X, donc c'est simple. Ah ouais, c'est bien un truc de femme, ça, toujours au plus simple. Pourquoi se compliquer la vie? Un autre exemple, il faudrait se sentir flatté d'être agressé. C'est en permanence, ce sexisme ambiant. Il y a un travail monstrueux à faire sur la pédagogie, sur la formation des profs, un changement radical. Donc, au niveau du harcèlement sexuel, 4% des étudiantes et 1,3% des étudiants déclarent en avoir été victimes. Sur les 32 cas déclarés chez les étudiantes, 28 ont été perpétrés par des étudiants, 2 par des enseignants et 2 par des étudiantes. Lors de la phase qualitative, de nombreux cas ont été évoqués, plus que dans la phase quantitative. Il semblerait qu'il y ait là encore une réelle sous-déclaration du nombre de cas de harcèlement sexuel, en particulier quand les agresseurs sont des enseignants, puisqu'il y a eu plus de cas dans la phase qualitative que quantitative. Donc ce harcèlement sexuel prend des formes très diverses, insidieuses, et il est difficile à identifier pour certaines personnels et étudiantes. Il nous faisait des remarques sur notre physique. Vous êtes jolie ce matin, cette robe vous va bien. C'est pas méchant, il a jamais rien tenté, mais c'était lourd. Non, on n'en a jamais parlé, c'était pas grave. Pour d'autres, au contraire, les cas de harcèlement étaient incontestables. Donc des étudiants qui attestent de remarques sexuelles, à l'image d'un enseignant qui évoque régulièrement la taille de son sexe ou propose aux étudiantes de le voir ou de le toucher. D'autres, enfin, ont clairement été victimes de contacts forcés avec des étudiants ou enseignants. Donc 2 étudiantes différentes témoignent. Un enseignant, m'a collé contre le mur et m'a touché les seins. Une autre, rien que hier soir, il y avait X et j'ai eu le malheur pour une fois de mettre une robe et de me maquiller un peu. Et j'ai eu des propositions d'un chargé de TD qui m'a collé contre le mur en me disant « j'ai envie de toi », elle montre sa poitrine, en me collant. Donc, en termes de préconisation, quelques pistes ont été esquissées, notamment donc, l'importance de développer des outils afin de mesurer, vraiment des outils de mesure, de collecte, de suivre et d'évaluer régulièrement. Je pense que cette question parce que faire une enquête, c'est intéressant et c'est fort, mais je pense qu'il faut le faire aussi de façon régulière pour voir un peu comment les choses évoluent. Et c'est une photographie à un instant T. Peut-être que dans 5 ans, les choses seront extrêmement différentes.
évaluer régulièrement différents indicateurs relatifs à l'évolution, bien sûr, de la répartition des femmes et des hommes à l'université à différents niveaux. Il y a déjà des choses qui sont faites au niveau des postes, des salaires, des primes, des formations. Au niveau d'éléments peut-être plus qualitatifs, tels que cette conciliation des temps de vie, de l'estime de soi et du bien-être, à la fois des personnels et des étudiants et étudiantes, et les cas de sexisme, de harcèlement et d'agression. Donc là, on voit déjà qu'il y a une campagne, on s'inscrit vraiment là-dedans. Donc la campagne de prévention du harcèlement qui a été lancée, je pense que c'est des choses qui sont très pertinentes et qu'il faudra continuer. Deuxièmement, il serait intéressant, à mon sens, de constituer un groupe de travail spécifique, donc avec l'ensemble des acteurs et actrices de l'université, pour travailler sur ce rapport d'enquête et ses préconisations, à permettre aussi aux acteurs de se saisir de ces résultats. Diffuser les résultats avec un support peut-être plus adapté, un document de synthèse court, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde se lancera dans la lecture je le souhaite, mais des 80 pages, ils l'auront de toute façon, afin de favoriser l'information de tous et une prise de conscience collective. Organiser aussi des temps d'échange, de réflexion et de concertation afin vraiment, j'y tiens et j'ai pu le voir dans d'autres enquêtes, d'impulser des dynamiques collectives, pas dans une logique descendante, mais vraiment une logique participative. Je pense que les gens sont capables de mettre en place des choses dans la promotion de l'égalité. Proposer des modules de sensibilisation et d'information à l'attention des personnels et des étudiants. J'y tiens vraiment parce que je pense que la plupart du temps, évidemment, on discrimine ou on stigmatise sans s'en rendre compte et qu'il y a des choses toutes simples quand même pour prendre conscience de ces mécanismes. Et enfin, systématiser les données sexuées au niveau de tous les documents proposés par l'université, tels que le bilan social ou les différentes enquêtes qui peuvent être produites, et favoriser, dans la mesure du possible, là j'ouvre le débat, l'écriture inclusive. Voilà. Ah pardon, et mettre en place, évidemment, et c'est toujours quand même dans les tuyaux, donc ça c'est obligatoire, donc une charte pour l'égalité femmes-hommes à l'université de Pau et ailleurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis désolée d'avoir débordé un peu, mais je pense qu'il fallait quand même qu'on... Je m'étais entraînée, mais... Merci beaucoup, Evelyne, donc, pour cette présentation et ces enseignements donc, qui sont très riches. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des questions, des éclaircissements, des précisions à apporter, peut-être. Il y a des micros. On a prévu un temps d'échange avec ceux qui le souhaitent. Moi, je vais le faire aussi parce que la parité exige qu'on soit deux, mais il faut pour ça qu'il y ait des candidats à la prise de parole. Oui. C'est allumé, non? Je crois que je l'ai allumé. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mabila Joël, je suis le psychologue de l'établissement. Je vous remercie parce que cette enquête vient donner un substrat très scientifique à une constatation empirique du travail que je peux faire au sein de l'université. Et j'aurais voulu justement avoir une précision, au moins votre avis en tant que du point de vue de la sociologie, de ce qui pouvait expliquer cette appropriation ou cette intégration des stéréotypes et des préjugés. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer d'un point de vue sociologique? Merci. Alors, là, il me faudrait 2 heures. Donc, ouais. Alors, l'appropriation, c'est pour ça, c'est souvent ce que je dis quand je fais ce genre d'intervention, ou même j'ai fait un cours à mes étudiants il y a quelques jours. C'est vrai que tout le monde participe de ces représentations et du fait de véhiculer ces représentations. Parce qu'il y a une forme aussi d'assurance, de réassurance. Donc le fait d'être dans des normes de genre, qu'elles soient féminines ou masculines, rassure à certains égards. Et c'est surtout que c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que ça commence avant même que de naître. On est déjà l'objet de ces représentations. Dans la toute petite enfance, on se construit véritablement à toutes les étapes de la vie en tant qu'homme ou que femme.
D'accord ? Donc c'est vrai que c'est tellement insidieux, tellement long et tellement profond finalement qu'on est vraiment sur une intériorisation et qu'il est difficile aussi de se départir un peu de ces normes. Et on le voit, ceux qui sortent de ces normes de genre peuvent se retrouver en situation de stigmatisation parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et souvent, moi, quand je fais des entretiens avec des jeunes, moi je travaille sur les jeunes des quartiers prioritaires par exemple, voilà, ils sont prisonniers aussi de ces normes-là, mais ils ont du mal à s'en départir. Donc je le vois quand j'ai travaillé sur l'orientation en collège, par exemple, il y a des élèves qui disent oui, mais moi j'aurais bien aimé. Je me rappelle d'un jeune qui me dit moi j'aurais bien aimé travailler dans la couture. Et je lui dis qu'il partait donc faire une filière professionnelle, je ne sais plus laquelle c'était, électrotechnique, je crois. Je lui dis mais pourquoi est-ce que tu le fais pas? Il dit non mais j'assumerai jamais. J'arriverai jamais à assumer auprès de mes collègues et auprès de mes propres parents. Donc voilà, c'est l'articulation et tout est enchevêtré. C'est ça qui est extrêmement compliqué dans la socialisation de genre. C'est que ça se joue à l'école, ça se joue dans la famille, ça se joue avec les amis, ça se joue dans la fratrie, ça se joue dans les lieux de loisirs. C'est partout. Donc c'est vrai que c'est extrêmement insidieux, mais très très profond. C'est pour ça que c'est difficile de travailler ces questions-là. Et ça touche à l'intime aussi. Donc c'est remettre en question des choses quand même profondes et fondamentales. Donc c'est pas évident. Bonjour, Laurent Dornel. Cette enquête est bienvenue parce que c'est vrai qu'elle permet de comprendre aussi un certain nombre de choses. D'une part, je crois en fait, et tu as raison d'insister sur le côté probablement sous-déclaratif de l'enquête. C'est-à-dire qu'il suffit de discuter un petit peu avec les collègues, avec les étudiantes pour se rendre compte que en fait la domination masculine est quand même souvent beaucoup plus violente, pas que symbolique, mais voilà, qu'on ne le croit. Énormément de collègues, de secrétaires refusent de porter plainte ou de dire les choses très clairement, à la fois parce qu'on le sait, parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a aussi des rapports de domination qui sont intégrés. Et je crois que là-dessus, il y a un gros effort à faire. Je ne suis pas sûr que l'université soit plus protégée que d'autres milieux, concrètement, réellement, que d'autres milieux professionnels. C'est peut-être plus insidieux. Bon. Le second point, je pense que par rapport aux préconisations, il se trouve que j'ai eu une affaire un peu délicate à gérer il y a quelques mois. Il faudrait que les étudiantes, notamment, ou en tout cas les personnels aussi féminins, aient un lieu d'écoute. Alors, je ne sais pas, c'est très compliqué, mais que la parole puisse quelque part se libérer et être... c'est extrêmement difficile. Quand vous avez une étudiante qui vient vous voir dans votre bureau pour vous expliquer un certain nombre de choses, c'est très gênant. C'est très gênant pour elle. Enfin, moi, je me suis mis en position d'écoute. Il se trouve que j'ai une fille de 22 ans, donc je suis sensibilisé à un certain nombre de choses. Mais là-dessus, je crois qu'il faut vraiment prendre en considération cette difficulté dans le cas de harcèlement, tout simplement. Et même un harcèlement, même des remarques sexistes qui, c'est ce que tu dis à un moment donné, sur « Ah oui, vous avez une jolie robe ». C'est vrai que... On peut en discuter. Est-ce que c'est du sexisme? Est-ce que c'est la galanterie? Est-ce que c'est... Mais bon, à l'inverse, il est rare d'entendre une femme complimenter un homme sur... Voilà. Donc il y a des fonctionnements qui sont, ce que tu disais aussi, des fonctionnements qui sont un peu courants et peut-être qu'il faut interroger. Et puis j'en profite pour dire juste un mot, sans aucune volonté de polémique, mais je crois que cette enquête montre aussi l'absence ou un problème d'estime de soi assez fréquent chez les personnels Alors ça, c'est la grosse limite de l'écriture inclusive, c'est la raison pour laquelle je suis contre, mais bon, c'est encore autre chose. Mais dans le malaise qu'il peut y avoir aujourd'hui, notamment dans le cadre de la collégialisation et de la refonte des secrétariats pédagogiques, je crois qu'il y a ça aussi à prendre en considération. Dans le malaise qu'exprime un certain nombre de personnels, de secrétaires, il y a ça aussi.
Juste peut-être deux petites choses auxquelles tu m'as fait penser. C'est cette question aussi que les hommes eux-mêmes ne savent pas comment gérer parfois. C'est-à-dire qu'il y a des collègues hommes qui me disent, je pense à un en particulier, jeune, et qui me dit, je sais pas maintenant, j'ose pas trop parce que je sais pas ce qui relève du harcèlement, ce qui relève du sexisme. Donc eux aussi sont un peu embêtés. Donc je pense que clarifier. C'est le moins prendre les mecs pour des couillons ou accepter qu'ils le soient. La plupart des hommes savent très bien la différence entre harcèlement et sexisme. Je ne suis pas persuadée, parce qu'encore une fois, on est dans des normes. Alors, les choses évoluent fort heureusement à ce niveau-là, mais on est quand même dans des normes, dans des attentes normatives très fortes. On attend certaines choses des hommes qu'on n'attend pas nécessairement des femmes. Alors, pas dans tous les milieux, pas. Mais donc, il y a quand même cette question aussi. Je pense que expliquer, préciser, parler, échanger, ça permettrait à tout le monde d'y voir un peu plus clair. Et la question du consentement, cette question du consentement aussi, j'en ai pas parlé là, mais elle est essentielle, mais elle doit être retravaillée. Et à l'inverse, je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne aux filles, aux femmes à dire non, hein, à un moment donné. Enfin, c'est ce qui ressortait aussi. On légitime ça. Quand on dit oui, bon, le collègue veut pas s'équiper du suivi des étudiants, bon, mais je vais le faire. Oui, ben, le truc administratif et responsabilité, ben, je vais le faire, parce que sinon personne ne fera. À un moment donné, on légitime aussi cet état de lieu. Donc, il faut que chacun prenne aussi conscience de ses propres responsabilités et que ce soit discuté. Donc, moi, je suis vraiment pas dans une logique d'opposition entre hommes et femmes, ou voilà, mais je pense qu'il faut qu'on travaille. La domination, elle est masculine, ça c'est clair et net, hein, ça je veux dire là-dessus. Mais bon. Et après, quant à l'université, je pense quand même qu'on pourrait pas faire ce type d'enquête partout. Hein, toutes les universités le font pas. Alors moi, je suis très heureuse qu'on ait pu le faire. Voilà, on peut pas le faire partout, et les personnes ne peuvent pas s'exprimer partout. Donc c'est quand même une chance. C'est en cela, je pense qu'on est quand même plus en avance peut-être que d'autres, mais je dis pas que c'est gagné, loin de là, hein. Et ce que tu dis, voilà, tu soulèves encore d'autres cas, ce qui vient d'être dit là-haut également. Voilà, je pense que si on mettait tout ensemble, on aurait beaucoup plus de cas. Et bon, moi, on peut en parler et les chercher, donc ce qui est quand même très bien. Merci. Bonjour, donc je suis Fabrice Floch, je travaille au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Donc le département, comme la plupart des collectivités, a aussi un rapport sur la situation en matière d'égalité à produire chaque année. Donc on a aussi les chiffres concernant les salaires et donc les données sexuées. Je suis assez étonné des grandes différences de salaire, de rémunération qu'il peut y avoir à l'université, parce qu'on est quand même dans la fonction publique, et nous, au niveau du département, on a aussi des différences, mais moindres, qu'on arrive à expliquer, hein, pas à excuser, mais à expliquer, qu'on arrive à expliquer. Et là, je trouve des différences vraiment très importantes, et j'ai du mal à comprendre où sont les marges de manœuvre pour aboutir à des différences aussi importantes. Et j'avais une deuxième remarque, c'est il y a plusieurs associations, je ne sais pas si elles sont dans la salle, comme le planning familial, la TRBA, le CIDF, qui reçoivent donc les femmes et parfois des étudiantes, et notamment des étudiantes qui ont été harcelées ou agressées, mais c'est souvent ça se passe souvent en temps festif, soirée étudiante, etc. Donc peut-être aussi que quand on dit il y a une sous-estimation des déclarations de harcèlement ou d'agression, c'est aussi peut-être parce que comme ça peut se passer en dehors de l'université ou de la salle de cours ou de l'amphithéâtre, ça se passe un peu ailleurs. Peut-être qu'elle ne considère pas que c'est du ressort de l'université, enfin que ça se passe sur temps universitaire. Alors pour ce qui est de la différence de rémunération, hein, c'est pas propre exclusivement à l'UPPA, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les universités, et ça tient au développement de la carrière qui est plus ralenti chez les femmes pour diverses raisons, et qui fait qu'après ça a des répercussions sur la suite de la carrière et sur la manière dont elles sont rémunérées, les primes auxquelles elles peuvent prétendre, etc., etc. Et ça produit effectivement en fin de course
des différences importantes en termes de rémunération. Ça, il y a plein d'études du ministère, notamment, qui mettent en lumière la manière dont on arrive à expliquer ces différences. Et alors, pour ce qui est des propos et des comportements en soirée, notamment pour les étudiants, là, on travaille avec la chargée la VP Relations étudiantes, vie étudiante, pardon. On travaille à faire rédiger par les associations étudiantes une charte du bon comportement en milieu festif qu'on ne veut pas leur imposer. Donc on leur a proposé de rédiger un projet, ensuite de nous le transmettre pour qu'on voit avec eux ce qui était acceptable, ce qui était un peu plus discutable, etc. Et d'essayer de faire en sorte, une fois qu'on aurait cette charte, que toutes les associations étudiantes la signent, et une fois qu'elle l'aurait signée, voir avec l'établissement s'il serait possible d'imaginer que, en cas de non-respect de cette charte, des prêts de locaux, par exemple, qui avaient lieu jusque-là, puissent faire l'objet de réductions de la part de l'établissement à chaque fois que l'association en question ne ferait pas ce qui est nécessaire pour éviter les dérapages lors de soirées. Alors, c'est en cours de préparation. Et j'espère que cette année, on va aboutir et qu'on va parvenir à un projet qui soit le leur, parce qu'évidemment, je leur ai proposé de rédiger quelque chose, mais quand ça vient imposer comme ça, qui plus est par un juriste, c'est parfois pas très bien reçu. Donc on est tombé d'accord sur une autre façon de procéder, et j'attends donc la proposition des associations en question. Par rapport à ça, ce qui s'est passé là sur la fin de l'enquête, c'est vrai que les étudiants ou étudiantes ont parfois du mal à identifier ce qui relève vraiment de l'université ou ce qui relève un peu de tout ce qui est périphérique, puisqu'il y a une étudiante sur la toute fin de l'enquête. Alors on n'a pas pu l'intégrer, je pense que ce serait l'objet d'une autre enquête. Et voilà, moi je voulais pas partir sur juste un entretien, mais qui a fait état de cas d'étudiants qui se prostitueraient, qui seraient assez nombreuses à l'université, et il y aurait des formes de trafic, de réseau. Alors je dis ça avec précaution, dans les résidences universitaires. Donc voilà, il se passe des choses à la périphérie qui concernent l'université, alors peut-être pas en termes de responsabilité, mais qui concernent l'université. C'est très compliqué. Et c'est vrai que cette étudiante, j'avais vu en entretien quelqu'un qui m'avait dit, elle pourrait être intéressée. Et elle l'avait pas pensé. Elle s'occupe d'une partie de ces jeunes filles. Elle n'avait pas pensé directement à rattacher ça à l'université. Donc c'est compliqué. Enfin, encore une fois, les questions d'identification, qu'est-ce qui relève de la fac, les soirées, etc. Qu'est-ce qui relève, c'est un peu complexe. Parfois, il y a des gens extérieurs. En plus. Donc c'est ça qui brouille aussi un peu les pistes. Alors, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que votre enquête est très précieuse parce qu'elle apporte de nouveaux chiffres, malheureusement sans grande surprise. Je travaille dans un CIDF depuis plus de 20 ans. CIDF, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, avec mission de service public, effectivement, sur le droit des femmes, l'égalité, le harcèlement, les violences, etc., etc. Je peux témoigner que nous recevons assez régulièrement des jeunes filles qui viennent parce que le milieu est peut-être, venant chez nous, plus neutre. Hein. Et là, elles s'expriment effectivement sur leurs difficultés. Quand c'est pas elles, ça peut être des papas. Oui, qui viennent effectivement pour expliquer ce que leur enfant vit, subit, et toute la destruction que ça engendre lorsqu'on subit ce genre de choses. Donc effectivement, je suis pas très très optimiste quand je vois les chiffres. Il y a du boulot, je suis tout à fait d'accord. Enfin, pour nous, notre rôle, c'est surtout quand même de l'information, même si ensuite on va passer au pénal si c'est utile. Mais le manque d'information est toujours quelque chose qui me stupéfie. La peur, elle est là aussi, mais je pense qu'elle tient aussi à une grande ignorance
de ce que l'on peut accepter, jusqu'où on peut aller, et quelles sont les solutions en termes de droit. Il y a quand même pas mal de choses inscrites dans la loi, donc dont il faut se saisir. Donc cette peur, je pense qu'elle est réelle. La désestime de soi, oui, elle est évidente. Je suis d'accord avec le monsieur quand il dit que les garçons, ils sont pas si bêtes que ça, ils savent très bien. Je pense que oui. Mais bon, ils bénéficient quelque part aussi d'une histoire qui, quelque part, les protège et les rend, entre guillemets, plus forts face à cette problématique. Quoiqu'un homme qui subit ce genre de choses est extrêmement détruit. C'est évident. Donc c'est vrai que je trouve cette enquête très importante, mais il est vrai qu'il faut qu'elle devienne pratico-pratique, et puis qu'elle ne soit pas, enfin c'est mon avis, qu'elle ne soit pas réservée qu'à l'université, parce qu'elle rejoint tellement d'autres enquêtes qu'il faut qu'elle soit visible et lisible. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Dernière question peut-être, ou l'une des dernières questions. C'est pas vraiment une question, c'était plus pour vous répondre, parce que j'ai pu regarder un petit peu le bilan social du conseil départemental, et je pense que s'il y a un écart qui est peut-être moins important qu'à l'UPPA, c'est parce qu'il y a ce que tu parlais, la ségrégation sectorielle, qui fait qu'il y a des métiers techniques en catégorie C, en catégorie B au département. Or, il n'y en a pas à l'UPPA, pour ainsi dire. Donc, du coup, il y a une majorité très écrasante dans les catégories C vers les femmes. Et donc, ça fait évidemment, ça accroît l'inégalité de salaire. Alors que dans le département, en tout cas, dans ce que j'avais vu, il y avait des métiers de catégorie C ou B, enfin, très majoritairement hommes, qui permettaient un petit peu d'équilibrer cet écart-là. Après, je ne suis pas spécialiste, j'ai pu juste regarder le bilan social, mais ça m'avait semblé en lisant ça. Oui, c'était sur les heures. Comment, je sais plus. Non, je pense pas que c'était plutôt l'inverse. C'était l'inverse. Oui. Après, c'est surtout sur les. Je réfléchis ça. Il y a plus de femmes déjà, chez les agrégés. C'est surtout sur la partie enseignement. Et qu'elles sont plus sur la partie enseignement, elles sont plus nombreuses. Où c'est ? Et encore une question. Après, les salaires aussi. Enfin, je veux dire, l'écart de salaire à l'université ou au conseil départemental. Enfin, moi, après, je ne maîtrise pas cette question-là, mais il y a qu'à voir les primes de professeurs d'université. C'est quand même des primes en volume qui sont assez conséquentes et qui, du coup, aussi accentuent ce différentiel. Sont une part faible. Ouais. Oui. Élise Martos. Une remarque d'abord, Yves Rebaud, qui est venu ici et qui travaille sur ces problématiques, qui est un chercheur de l'université de Bordeaux. La dernière fois qu'il est venu, disait, voilà, moi quand j'assiste comme ça à une réunion, je compte dans les prises de parole combien d'hommes ont pris la parole et combien de femmes. Voilà, on pourrait compter ensemble, voir combien de femmes ont pris la parole et cette proportion. Et c'est très intéressant, c'est très éclairant en tous les cas. C'est quelque chose maintenant que je fais un peu systématiquement. Et je fais un peu le lien avec la visibilisation ou l'invisibilisation des femmes ou des fonctions qui pourraient être attribuées à des femmes. Et là aussi, sans vouloir polémiquer, mais il est quand même assez regrettable quand on réécrit des statuts qu'il faille autant batailler pour juste féminiser les fonctions. Alors j'en conviens, l'écriture inclusive, c'est autre chose. Mais là, féminiser des fonctions, parler d'un directeur ou d'une directrice dans la perspective, quand on écrit des statuts, dans la perspective d'accéder à ces postes-là, c'est aussi rendre visible cette possibilité, cet horizon-là,
pour les femmes. Hein, et c'est des choses qui peut-être s'articulent plus étroitement qu'on ne le pense. De même qu'on met sous le boisseau une parole, hein, le récit, hein, de certaines choses vécues. On met aussi c'est peut-être une façon aussi de mettre sous le boisseau des ambitions, des souhaits, et une façon de progresser. Et ça n'a l'air de rien, ou on veut faire croire que ça n'a l'air de rien. On passe un peu pour les casse-pieds. Hein, embêtant. Hein, puis c'est lourd, ça complique. C'est vrai, ça complique ces choses-là. Ça complique. Mais ça enrichit surtout. Hein. C'est une question de justice. Marisol Goni, je suis maître de conférence en biologie. Bon, moi, je ne suis pas sociologue. Je ne sais pas quel est l'impact de cette féminisation, l'écriture inclusive. Mais en biologie, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes biologistes. Il y a beaucoup de filles en amphi. Et donc, il y en a beaucoup qui se dirigent vers l'enseignement. Et moi, je discute avec mes étudiants. Ceux qui vont faire vers l'enseignement, c'est souvent les promotions majestés, c'est 90% des femmes. Ils me disent qu'ils veulent, à 21 ans, ils me disent qu'ils veulent être enseignants pour avoir les vacances scolaires pour pouvoir garder les enfants. Vous vous rendez compte? Des filles de 21 ans qui disent ça. Ils me disent ça en amphi, moi, en cours, en TP, je suis là, mais j'ai dit... Ensuite, on continue. On arrive en thèse, il y a à peu près moitié garçon, moitié fille. On arrive en poste. Bon, je ne vous dis pas, vous pouvez aller voir la quantité de professeurs, de maîtres de conférences qu'il y a en biologie. C'est quand même quelque chose de très, très marqué en biologie, peut-être plus que dans d'autres sciences, qu'il y a plus d'étudiants garçons. Et ensuite, et là, c'est un problème de confiance en soi. Moi, les problèmes de confiance, on a des étudiants en thèse, garçons-filles, certains qui sont très bien, ils n'ont pas l'ambition, ils ne se sentent pas capables. On a des garçons en thèse qui sont très moyens, mais alors là, ils sont des ambitions terribles. Il y a un problème d'éducation depuis tout petit, de dire, je ne sais pas pourquoi il manque Moi, j'ai eu des thésardes qui étaient très, très bien, et ils ne se sentaient pas capables de s'accrocher, d'aller ailleurs. Donc, ça, c'est un problème d'éducation petit. Et faire un compromis... ah oui, mais j'ai mon copain, il a un poste là, je ne vais pas pouvoir partir en postdoc à l'étranger. Bon, tu peux couper la poire en deux, il peut y avoir des grilles, tout est blanc, tout est noir. Bien, si je continue ma carrière, j'abandonne mon copain, mon conjoint, à 28, 30 ans. J'ai dit, bon, mais tu peux... Il y a vraiment un manque de confiance terrible dans les filles et qu'il n'y a pas les garçons. Alors là, les garçons, ils sont très moyens, ils vont avoir les prix Nobel le lendemain, quoi. Non, il y a un problème de confiance, à mon avis. Moi, ce que j'ai vu... C'est François Giroud qui disait l'égalité, ça sera le jour où, à la place d'un homme médiocre, il y aura une femme médiocre. Voilà. Je crois que c'est François Giroud qui disait ça. Si je peux dire un mot précisément sur ce point, il y a un chiffre, moi, qui m'a interpellé, enfin parmi bien d'autres dans ce rapport, c'est qu'il y a 46% de doctorantes, d'accord, et il n'y a que 36% de post-doc. Autrement dit, c'est ce que vous disiez à peu près, beaucoup de thésardes, mais après, au niveau post-doc, elles sont très, très en dessous des 50%. Alors, pour passer aujourd'hui enseignant, la voie, c'est le postdoc. Alors, j'aimerais bien savoir comment le ministère a calculé que c'est en 2068 qu'il y aurait la parité au niveau des professeurs d'université. Parce qu'à ce rythme-là, il n'y aura pas la parité. Et bien loin de là. Voilà, il y a un problème. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit. Moi, ça, je l'ai constaté dès la 3e. Donc, des jeunes filles qui déjà se pensaient, quand on parlait, moi je travaillais sur l'orientation, quand on faisait des entretiens sur l'orientation, qui se pensaient déjà, qui se projetaient déjà en tant que maman.
Oui, mais moi, je veux pas un poste à responsabilité, parce que si j'ai un poste à responsabilité, je vais faire trop d'heures. Alors, ça sentait le vécu chez certaines jeunes filles, mais pas chez toutes. Donc, cette idée que si je suis responsable, j'aurai moins de temps et ce sera au détriment de ma famille. Donc, ça vient bien en amont. Et ce qui m'a surprise aussi dans cette enquête sur des collégiennes, en 3e, quand même, c'est qu'il y en avait plein qui me disaient, oui, moi, je voudrais être assistante vétérinaire. Je dis, ah bon, mais pourquoi assistante vétérinaire? Ah ben parce que vétérinaire, j'y arriverai jamais. Alors qu'elles avaient des résultats qui portaient pas, qui poussaient pas à avancer. Voilà. Donc il y a quand même tout un tas comme ça de choses qui apparaissent avant. Donc ce que montrent aussi les enquêtes, c'est que les parents suivent plus l'orientation de leurs enfants quand c'est un garçon. Investissent plus d'argent dans la scolarité de leur enfant quand c'est un garçon. Non pas parce qu'ils sont méchants et qui discriminent bêtement les filles. Enfin, ils le font, mais de façon inconsciente. Mais parce qu'ils estiment que les filles peuvent se débrouiller toutes seules. Et que les garçons ont besoin de plus de suivi, plus de présence. Donc tout ça, bien sûr, ça participe. Mais après, nous-mêmes, dans l'accompagnement aussi des étudiants, enfin moi, une fois que j'ai fini l'enquête dont je vous parle en 3e, j'ai essayé de penser un peu mes propres pratiques. Et en étant sensibilisée, en travaillant sur ces questions-là, je me posais à la fin de mon cours, je me disais, voyons, avec qui j'ai interagi aujourd'hui. En sociaux, il n'y a pas beaucoup de garçons. En tout cas, en première année. En master, beaucoup plus. Mais je me rendais compte moi-même qu'en fait, j'interagissais essentiellement avec les garçons. Parce qu'eux prennent plus la parole, mais moi, je la leur donne plus. Donc, c'est un cercle vicieux. Et c'est vrai qu'on participe tous de ça. Donc, il y a l'éducation familiale, certes, parentale. Il y a aussi tout ce qui relève de la société de consommation, des médias. Parce que, bon, quand on voit encore le rose et le bleu dans les magasins de jouets, et certains ont quand même, si on n'a pas compris, il y a écrit « pour les filles ». Je pense à Toys R Us, pour les filles sur le côté rose, pour les garçons pour le côté bleu. Bon, on baigne dedans en permanence. Et moi, je travaille un peu sur la musique aussi, sur les groupes qui écoutent les jeunes, et on retrouve tous ces stéréotypes, toutes ces représentations. Le sport, alors le sport, on pourrait parler du sport. Alors là, c'est encore notre... Et juste pour conclure, excuse-moi, pour la question de la féminisation des termes, moi je m'étais amusée dans cette enquête-là à jouer justement avec les mots. Donc, parler de mailloticien, que c'est un mailloticien, ou sage-homme, ou féminisé, et directrice, ou je sais plus que c'était présidente. Enfin, on avait joué, et ça a du sens. Ça a du sens, parce que du coup, ça les gêne. Ils disent, ah non, mais c'est bizarre. C'est bizarre de dire comme ça, c'est pas ça le vrai mot. Je dis, si, c'est ça le vrai mot. Si on féminise le mot, c'est ça. Ingénieur. Ah, mais il y a des femmes ingénieurs. Enfin, j'ai vu des choses absolument. Donc, voilà, c'est lourd. Moi, la première, l'écriture inclusive, c'est lourd. Mais après, je pense qu'on peut penser aussi, c'est pas noir ou blanc, encore une fois, comme vous l'avez dit. On peut penser des compromis, essayer de réfléchir un peu à ce qui paraîtrait le plus logique et le plus cohérent. Mais ça a du sens. Les mots ont du sens, ça c'est évident. Et je pense que tout le monde ici le sait bien et est d'accord avec ça. C'est pas un langue qui est sexiste. Oui, donc moi je suis ingénieure de recherche en bio et c'était juste une remarque par rapport au manque de confiance en soi que peuvent avoir les femmes qui est réel et qui est instillé dès les plus petites années. Je pense qu'on a aussi notre part au sein de l'UPPA de choses à faire pour agir et notamment je prends pour exemple une collègue qui travaille aux Pays-Bas et elles ont une cellule de travail entre femmes universitaires pour travailler là-dessus et inciter les femmes à se prendre en main, mais également sur des petites choses, comme par exemple, effectivement, ce constat de la confiance en soi est réel, et ça joue par exemple sur les offres d'emploi, c'est-à-dire que si on fait une liste de compétences qui sont demandées, qui va être très longue, ça, on se rendu compte que ça incitait moins les femmes à postuler, parce qu'elles vont forcément avoir des petits points auxquels elles vont pas coller, et qui vont entre guillemets les traumatiser et les empêcher de se valoriser, de postuler, alors que ça, les hommes, ils vont se dire, ah ben c'est pas grave, je colle à 80%, c'est parfait. Et c'est des petites choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui au final peuvent inciter les femmes à peut-être prendre plus de part dans des fonctions plus élevées. La présentation et ces échanges ont été filmés, donc j'imagine que ça va être retransmis et publié. Une chose importante, je crois qu'il faut véritablement qu'on s'intéresse bien sûr au personnel. Également, on l'a vu,
aux étudiantes et aux étudiants, parce que je crois que là aussi, hein, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, bon, comment dire, tout n'est pas joué pour nous, mais enfin, pour eux, il faut véritablement hein, qu'il y ait un travail et un effort qui soit fait. Donc, tenez vos étudiantes, vos étudiants informés. Tenez-les également informés de la réunion de présentation des résultats. Je pense que ça pourra les sensibiliser à toutes ces questions. Les amener tout simplement à se poser des questions parce que certains y sont déjà sensibles, mais d'autres pas du tout. Hein. Donc je crois que notre travail aussi et les actions que l'on peut mener, elles peuvent se jouer à ce niveau-là. Voilà, donc nous voudrions vous remercier hein, de votre présence. Un grand merci et toutes nos félicitations à Evelyne qui a mené les enquêtes. Je crois que les focus group ont été un moment très intéressant hein, de ce travail. Et puis, je crois surtout que ça a donné lieu à beaucoup de résultats et de conclusions hein, précises. Donc, un grand merci. Et puis, le projet n'est pas terminé. Je dois dire qu'effectivement, l'enquête, c'est le début de quelque chose. Enfin, je l'espère. Voilà, merci beaucoup.